première question que je vous pose, comment s'est déroulée votre investiture pour ces législatives? Moi, le plus simplement du monde. D'abord, j'ai déjà été candidat aux élections législatives il y a 5 ans. Dans des conditions pas faciles. Dans des conditions un peu particulières, un peu difficiles, évidemment. Avec un bon score, sans flagornerie, 11% je crois. 11,6. Ouais. Avec Maxime Grometz, sortant. Donc ma candidature, on m'a sollicité, la réflexion du conseil départemental du PCF m'a sollicité, ainsi que mon suppléant, aussi de l'époque, qui est René Lognon, conseiller général et maire du canton de Piquigny, maire de Fixecourt, pour repartir cette bataille dans des conditions différentes, puisque aujourd'hui ce sera plus seulement comme candidat communiste, mais porteur d'une démarche d'union à travers la dynamique du front de gauche. On va y revenir. Voilà. Et donc cette candidature, cette proposition a été faite aux sections de la circonscription, aux militants, qui pour 99% d'entre elles au moins, enfin, il n'en reste qu'une qui doit se réunir encore lundi. D'accord. Donc ça n'est pas de nature à changer le résultat, puisque la quasi-unanimité... concertation voilà, des communistes, concertation au sein du Front de gauche. Au sein du Front de gauche au plan national, donc il est acté que sur cette circonscription, donc ce serait candidat Front de gauche, que dans le cadre des différents accords, eh bien, compte tenu des caractéristiques un peu particulières de cette circonscription, il fallait s'appuyer sur un candidat de l'Amiénois, dont je suis, et puis un candidat plus côté de la vallée de la Nièvre. Alors, première circonscription qui a été quand même considérablement remaniée. Comment vous appréciez ce redécoupage de la première circonscription? C'est un énième charcutage électoral, comme l'a dit Haydel, qui vise à voler les électeurs, à priver les électeurs de représentants à l'Assemblée nationale. Soyons clairs, ce sont les ministres en place, les gouvernements en place, comme on avait déjà subi le charcutage pasquois. Superbe affiche. Superbe affiche. Tout à fait. Ça nous ramène quelques années en arrière. Et là, c'est encore considéré de rassembler des gens qui se mettent autour d'une carte, et puis dans la perspective des prochaines échéances, de la façon dont ils pourraient limiter les dégâts pour leur propre camp, ils décident d'assembler des bureaux de vote à ce titre-là et de supprimer telle ou telle circonscription. De 6 circonscriptions, on est passé à 5. Les cantons ont été changés. Dans cette circonscription, le changement majeur, c'est le canton Amiens 1 Ouest, Étouville, Renancourt, qui est très populaire, qui a été retiré de la première circonscription et qui a été mis sur la deuxième circonscription, qui est une circonscription sociologiquement très à droite, comme on le sait. C'était la circonscription de M. Dormien. C'était Jardet qui a été reprise par son remplaçant, Olivier Jardet. Ensuite, on a augmenté aussi la taille de cette circonscription en allant chercher au-delà du canton de Piquigny. Donc on démarre à Longo, on traverse Amiens, partie d'Amiens, on prend le canton de Piquigny, et ensuite de Marmont-Pontieux, Ailly-le-Haut-Clocher et une partie de la ville d'Abbeville. Donc on voit que c'est une très grande circonscription. Donc oui, simplement pour terminer, c'est qu'on vole les électeurs, je m'explique, parce qu'avec ce mode de scrutin majoritaire, le tour, eh bien, des milliers de voix sont perdues. Les candidats qui ne passent pas le premier tour ne sont en fait pas représentés à l'Assemblée nationale, et le risque est réel de voir ce département qui comportait un député communiste, eh bien, ne plus avoir de député communiste au lendemain de ces élections. C'est une nécessité c'était rendu nécessaire d'arriver à ce que l'on soit capable de porter ensemble les vraies questions de fond qui sont posées à la cause aujourd'hui et qui s'étaient présentées de façon un peu éparpillée, et au bout du compte, eh bien, ça n'a pas aidé. Alors justement, quelles sont les grandes questions posées à la gauche? Quels sont les grands enjeux, en fait? D'abord, c'est les élections législatives. Elles vont venir dans la continuité du débat des présidentielles. Je crois qu'il faut vraiment revenir à l'actualité. Aujourd'hui, les gens
sont tous les jours brevet d'informations et sollicité autour du débat sur les élections présidentielles, qui est une élection majeure dans notre pays et dans la République telle qu'elle est. Je lui ai donné même une place trop importante et trop personnelle. Et donc, on en arrive à gommer des enjeux fondamentaux. Elle est majeure, mais elle visse la vie politique française. Mais elle conduit, en fait, de plus, depuis qu'on a aligné les mandats législatifs et présidentielle. Avant, il y avait un décalage de 2 ans entre la présidentielle et les législatives. Et maintenant, on a même inversé le calendrier électoral en mettant la présidentielle avant et dans la foulée, la législative. Ce qui conduit quand même à, pour celui qui gagne la présidentielle, à rafler tout après, avec un discours très hégémonique, quelque part, en disant donner une majorité pour le président, et à partir de là, eh bien, il faudra... Quels sont les grands enjeux? Donc, l'enjeu de s'unir, de désigner déjà un candidat commun aux élections présidentielles, c'est pour peser plus. Les lignes de rupture, elles sont très fortes, même s'il y a une diversité dans le front de gauche. D'accord, c'est vraiment de lutter aujourd'hui contre ce système financier, capitaliste, il faut dire les choses comme il s'appelle, comme il se nomme, et cette machine à broyer les individus qui privilégient toujours les intérêts financiers des grands groupes, des multinationales, au détriment des peuples. Donc ça, aujourd'hui, la situation des gens, on fait payer la crise. Quand ça va bien, ils engrangent des milliards et des milliards et des centaines de milliards, et quand ça ne va pas, on fait payer la dette, on fait payer la note aux plus pauvres, aux plus fragiles, par les licenciements, par la précarité, par la mise en cause de leurs droits. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment, voilà, l'humain d'abord. L'humain d'abord, il faut vraiment remettre les choses sur leurs pieds, on fonctionne de la tête en bas. Le développement des sociétés devrait conduire à ce que l'humanité vive de mieux en mieux. Nos capacités à produire plus, à produire mieux, devraient conduire à ce qu'on puisse nourrir de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, on est dans un système qui met en opposition les travailleurs d'un pays contre un autre. On voit ce jeu de monopoly des puissants qui vont ouvrir une usine sans en faire bénéficier ces peuples-là. On ouvre une usine, on exploite la main-d'œuvre pas chère, et quand ces travailleurs-là commencent à revendiquer eux aussi des droits, eh bien on ferme, et puis on va dans un pays où encore les travailleurs sont plus pauvres et plus exploités, etc. Le capitalisme qui n'est même plus productif mais financier. C'est complètement financier, il est complètement parasite, et il touche vraiment au développement fondamental de la société. En France, vraiment, là, on est en train de toucher aux fondamentaux de ce qui a fait l'évolution de la société française jusqu'à nos jours. On est en train de régresser. C'est la première fois qu'une génération vit plus mal que celle qui l'a précédée. Et j'écoutais une étude de sociologue qui dit le sentiment qui se dégage, c'est pour toutes les générations, c'est que leurs enfants vont vivre plus mal pour la première fois. Parents. Voilà, et c'est déjà une réalité. Et l'euro, la sortie de l'euro, est-ce que c'est... on en est où au fond de gauche sur la sortie de l'euro? Ou l'euro en général? C'est la sortie de l'euro. Non, mais c'est un débat. La question, nous, on était, au niveau du Parti communiste et des composants de la fond de gauche, était sur une monnaie commune, un instrument monétaire commun, qui pouvait très bien coexister avec les monnaies nationales, et ça pouvait être véritablement un outil qui nous permettait de résister à cette mondialisation capitaliste, et notamment au poids du dollar. Le problème, c'est que les forces politiques européennes de l'époque ont constitué un outil qui est exclusivement tourné vers la satisfaction de la rentabilité des marchés financiers. Donc on n'en a pas fait un outil véritablement de contre-pouvoir, au contraire, on en a fait un outil de spéculation. Surtout qu'il faut... Donc, alors aujourd'hui, recasser cela, la question n'est pas tant de revenir forcément, c'est de qu'est-ce qu'on fait de l'euro, qu'est-ce qu'on fait surtout de la Banque Centrale Européenne. L'enjeu est là, on le voit bien avec les crises qui touchent les pays comme la Grèce, etc. C'est tout de même nos gouvernants, de différents gouvernements qui ont successivement, par des décisions, abandonné leurs pouvoirs nationaux, et même un pouvoir politique, on va dire au plus large terme, même si on est unis au sein de l'Europe,
pour laisser ce pouvoir s'exercer par les marchés financiers à travers la Banque centrale, laisser interdire, par exemple, dire la Banque centrale européenne, qui est la réunion de nos instruments monétaires communs, de dire elle sera indépendante, elle n'aura pas de compte à rendre aux États, et y compris maintenant de dire, eh bien, vos budgets nationaux, ils devront être validés par un organisme européen, c'est tout à fait... Et après, on vient pleurer en disant, mais il y a des délocalisations, mais on ne peut rien faire, mais on réduit notre note, etc., etc. Enfin, ce sont ces mêmes hommes politiques qui ont bien pris ces mêmes décisions. Alors, il y a eu un petit reproche que je fais au front de gauche qui m'est cher à mon cœur, c'est que je pense qu'il est important de bien rappeler que la monnaie, c'est en fait un enjeu de classe. On croit que la monnaie, c'est quelque chose d'arithmétique, comme ça. En fait, ça dépend directement des rapports de force politique. C'est un enjeu... oui, c'est un enjeu de classe, et que cette monnaie, l'euro, ce n'est pas une monnaie de coopération, et c'était votre souhait d'accéder à une monnaie de coopération entre les peuples, mais c'est bon quand même de rappeler que cette monnaie, l'euro tel qu'elle est conçue actuellement, c'est pour ça peut-être qu'on n'est pas obligé forcément... Elle est à l'image de la construction européenne, voilà, qu'elle a été voulue. Rappelons-nous le premier acte, le marché unique européen. C'était conçu d'abord, cette Europe-là, pour faire un immense marché libre pour les capitaux. Et on a associé liberté de circulation des marchandises et des personnes. Mais franchement, les personnes, c'est vraiment très, très secondaire, sauf quand on aura réduit tous leurs droits et que ça peut permettre d'exploiter mieux encore. Voilà. Mais ça a été conçu pour ça. Et l'instrument monétaire, il est venu comme la continuité de cette Europe-là. C'est pas l'Europe des peuples, c'est pas l'Europe de la coopération, c'est l'Europe de l'opposition des travailleurs de ces pays-là les uns vers les autres. Enfin, voyons comment, dans un premier temps de la construction européenne, comment, y compris avant d'aller en Chine, on a été capable de délocaliser des entreprises françaises pour aller en Tchéco dans les... Donc c'est tout à fait... Donc, c'est tout à fait une autre approche que le Front National par rapport à l'euro. Des fois, c'est quand même assez choquant cette manière dont la presse parfois dit Le Pen, Mélenchon. Alors, justement, particulièrement de mauvaise foi. Moi, je pense que le Front de gauche ne met pas assez l'accent sur le fait que le Front National et la famille Le Pen, ce sont des multimilliardaires, que ce sont des gens qui prônent des politiques antisociales. Moi, je me souviens d'un tract qui avait été diffusé par le Parti communiste il y a quelques années pour dénoncer tout le contenu antisocial du Front National. Je trouve qu'on est peut-être un peu timide là-dessus. Ouais, puis je trouve qu'on fait un peu trop de phraséologie et qu'il faudrait dire les choses beaucoup plus directement. Enfin, je veux dire, ce sont des gens, c'est un parti qui est à l'extrême droite. Il est, du point de vue économique, il est vraiment pour la liberté. Il était quand même, enfin, il faut reprendre les déclarations de Marine Le Pen au moment des grands mouvements pour défendre les retraites. Il fallait qu'elle appelait à ce qu'on dresse, que les émeutiers, elle appelait ça les émeutiers, elle les appelait manifestants les émeutiez. J'ai entendu ce matin qu'elle était contre l'IVG. Aujourd'hui, elle se présente contre l'Europe, etc. Et contre l'IVG. En fait, vous savez, il y a une fois, rappelle-toi, il y a une fois, il y a eu des députés frontistes à l'Assemblée nationale. Quand c'était entre 86 et 88. Et Jean-Marie Le Pen et d'autres étaient députés. Et c'est là où on a voté l'acte unique européen. Et ils ont voté pour. Bien sûr, bien sûr. Et quand ils ne le votaient pas pendant ces 2 années-là, toutes les lois, mais ça, voilà, c'est vrai que, on a quelques années quand même, mais je trouve, aux nouvelles générations, il faut aussi leur rappeler, tout simplement, que ces gens-là, quand ils sont dans l'exercice du pouvoir, quand ils ne votent pas avec la droite, c'est parce qu'ils pensent que la droite n'en fait pas assez encore pour les forces de l'argent. Ça a toujours été comme ça, et dans tous les domaines.